municipal chargé, technique, donc nous avons essayé de faire le maximum. Et d'abord, Mme Castel, vous avez assuré le secrétariat, Mme ici le premier métrage, et Mme Bigot, si vous voulez bien faire l'appel. Antoine Véran, Présent. Michel Castel, Thierry Niès. Il fume. Il est par là. Il devrait arriver. Il est là. Ghislaine Bissini. Présente. Gisèle Ernst. Jean-Claude Guirand. Présent. Monique de Grandy. Présente. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Caponi. Présent. Georges Robert a donné pouvoir à Antoine Véran. Evelyne Delamarque. Présente. Jeanne Tanel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayon. Présent. Mamina Bonnefond. Présent. Claude Ménovo. Présente, je peux voir. Suzanne Nourriti a donné pouvoir à Michel Castel. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigot. Présent. Sonia Martin Casanova a donné pouvoir à Sophie Lanoux. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Lanoux. Présente. Et Yann Véran a donné pouvoir à Nicolas Braquet. Merci. Donc, conseil municipal, comme je vous ai dit, chargé, avec des dossiers assez techniques que nous présentera Madame Castel, essentiellement. Et donc, en début de séance, je vais vous donner les actions faites par le maire. Elles sont très simples. Les marchés, tout ça, vous avez le tableau qui est à votre disposition. Les louages, donc départ de Madame Piazella, une famille Faille qui a repris le logement, départ de la famille Chekli, Palais Saint-Roch, logement en cours de travaux disponible en janvier 2025, départ de la famille Martinière, 225 avenue Général de Gaulle, relogement de la famille Gamès, départ de la famille Gamès du Palais Saint-Roch, et arrivée de la famille Rabot. On a eu la délivrance de 2 concessions dans les cimetières, la concession 191 et 192. Voilà pour les actions menées par le maire. Deuxièmement, je vous mets aux voix le procès-verbal du conseil municipal du 23 juillet. Y a-t-il des questions, des oppositions? Merci, il est adopté à l'unanimité. Donc, première délibération. Monsieur le maire, permettez-moi, avant de commencer la première délibération, de me permettre, en lien avec ce que l'on avait dit lors du précédent conseil municipal, de vous remettre en main propre sur le siège la création et la constitution d'un groupe d'opposition. C'était la réponse à ce que vous m'aviez demandé précédemment. D'accord. Donc, et par là même, je demande donc à bénéficier des droits donnés par la loi à un groupe d'opposition. Déjà, je vais regarder si votre constitution de groupe est conforme, et puis elle répondra le moment venu pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Merci. Vous aurez maintenant à Pas la de problème. Aucun problème. Aucun problème. Ok. Modification, vous auriez dû, si vous aviez lu un peu le truc, le règlement intérieur, me l'envoyer 72 heures avant, mais je l'accepte très volontiers. Nous avons la modification du règlement intérieur, donc qui est celui que vous connaissez, qui est là, et il n'y a que quelques modifications à la marge que je vais vous donner. Par exemple, sur l'article, dans le chapitre 1er, l'article 1, on a modifié les horaires d'ouverture, puisqu'on a fait des modifications d'horaires, et les dépôts, les transmissions et autres devront être faits de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, du lundi au vendredi. C'est une modification. Le reste, c'est des modifications de texte de loi, mais qui sont les mêmes et on n'a rien touché. Nous avons aussi mis en clair pour les pouvoirs qui doivent être transmis à Madame la directrice générale par écrit et pour être pris en compte. Le temps de parole qui est octroyé à chaque membre est trop déplacé. Le règlement dans les grandes collectivités, vous n'en avez pas une bien sûr, mais c'est plutôt 3 minutes, et donc nous on a pris la décision
Je vais vous proposer 5 minutes de temps de parole. Pendant toute la séance ou je... Non, par Chaque, question. Par question. Par question. Par sujet. voilà. Donc ça fait vite le sujet. Et comme je vous ai fait la remarque, on doit être informé 72 heures avant pour les modifications écrites, financières ou autres, à votre demande. Et le maire vous répondra ou l'adjoint délégué concerné pour inscrire ou non la demande. Et enfin, on a précisé les comptes rendus, sachant que les conseils sont enregistrés aujourd'hui et que donc le compte rendu est un simple procès-verbal de relevé de décision succinct tel que le dit la loi. Avez-vous des questions sur le règlement intérieur? Je mets à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Monsieur le maire, s'il vous plaît, permettez-moi quand même de vérifier. Là, en l'occurrence, ce que je constate en lisant attentivement le règlement intérieur modifié par vos soins, c'est qu'on arrive à... Il est vraiment modifié de façon à restreindre la possibilité d'écoute et d'échange, notamment de l'opposition. Donc voilà, d'ailleurs vous adoptez, vous l'admettez. Donc vraiment, on est dans une grande démocratie, déjà que précédemment, ce n'était pas toujours le cas, Okay, je vais mais revenir à 3 demain, minutes. encore un peu moins. Je vais revenir à 3 minutes. Il y a des 5 que j'avais mis. Bravo, pour n'hésitez passer, pas, même baillonnez-nous pour passer. complètement. Voilà. De toute façon, on va côté des conneries, donc c'est pas la peine. C'est très bien, bah oui, ça commence, c'est toujours intéressant de débattre avec vous. Donc j'ai 5 minutes, ça Allez, si j'ai 5 minutes, on peut continuer. Madame Castel, vous avez la parole. Bon, il est clair que je vote contre. Vous êtes contre. Alors justement, pour ça, je vous viens de préciser votre nom et lever pour que ce soit clair dans le compte rendu. Donc Monsieur Saint, c'est contre. Monsieur Morena. Monsieur Morena est contre. On va s'en mettre, d'accord. La bonne question de mettre, c'est qu'effectivement, on voudrait qu'il y ait ici un certain débat et qui est contesté, mais je vois qu'il y a Le règlement intérieur le permet et il est détaillé. Ok, Madame Castel, vous avez la parole. Alors, la délibération numéro 2, pouvoir délégué par le conseil municipal au maire en application des articles L21-22-22, L21-22-23 du Code général. Alors, sur cette délibération, je vous demande de rajouter un considérant, attendez que je prenne bien mes notes. Donc, le rajout, il est juste après la ligne, vu la délibération numéro 6, et avant le considérant la possibilité. Donc, ce considérant, je vous le lis. Considérant que la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, précitée a élargi la liste des compétences que le conseil municipal peut déléguer au maire sur le fondement de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc on rajoute ça et on continue sur le considérant la possibilité, blabla, tout ça. Alors, les changements, je ne vais pas tout vous lire hein, parce que ça peut être un peu fastidieux. Donc, en fait, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions au maire. Cette délégation permet en fait de simplifier le fonctionnement de la commune et évite au conseil municipal d'avoir à délibérer sur toutes les affaires. Il peut ainsi alléger les ordres du jour ou espacer les séances. Il n'y a rien de grand, de transcendant là-dedans. Voilà. Donc les modifications, elles portent sur les articles, sur les points 1, 5, 6, 7, 21, 23, 24. Donc sur le 1, on rajoute de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Sur le 5, on rajoute d'établir des conventions précaires et révocables. Sur le 6, de passer des contrats d'assurance. Donc on rajoute ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Sur le 7, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. On va les libérer après hein, sur les régies et sur tout ça. Ensuite, on passe le 7, on passe au 21, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.7 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie. Donc ça concerne les recherches archéologiques, on en a eu hein,
sur notre commune, le 23 d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique, prévu au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Le 24 d'admettre en non-valeur des titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par les comptables publics. Et le 25 d'un montant inférieur à 100 €. D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code. Voilà, donc les paragraphes 21, 23, 24, 25 sont issus de la loi du 21-2-22. Les paragraphes 1, 5 et 7 sont des ajustements et des prévisions. Pour plus de simplicité, donc on abroge les délibérations 4 du conseil municipal du 26 mai 2020 et 6 du 11 avril 2024, en reprenant tous les alinéas dans cette nouvelle délibération. Une partie de ces modifications nous permettent d'alléger et de ne pas convoquer un conseil municipal. On reprend l'article 7 par exemple pour modifier une régie ou modifier quelque chose. Aujourd'hui, si on a rajouté ce mot de modifier, ça permet de le faire sans réunir le conseil municipal. C'est ça surtout l'objectif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le point 13, c'est de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quel est votre rapport de force avec l'éducation nationale? Ça permet de voir une discussion directe. C'est pas vous qui avez le dernier mot, et on n'est pas obligé de le passer au conseil. C'est ça le but. Pardon? On n'est pas obligé de le passer dans ces discussions. C'est d'abord l'éducation nationale qui propose et ensuite c'est vous qui décidez. Absolument. En fonction des locaux, disponibles et tout ça, voilà. Ça se passe tout le temps comme ça. Hein. Il y a toujours une, non, mais il a raison. discussion. Non, mais de décider Ça clarifie les choses. pour Oui, l'éducation nationale. Autrement, on est obligé de passer. Et je reviens un petit peu sur la question d'avant. C'est vrai que sur le point du règlement intérieur, il est marqué que dans la mesure du possible, il doit y avoir un planning programmé sur les réunions. Oui. Alors qu'avant, c'était déjà sur le règlement d'avant, de 2020, c'était 3 réunions par an qui devaient être décidées, mais on n'a jamais fait ça en fait. Non. Moi je sais que je suis d'astreinte constamment et c'est qu'on sait qu'on n'a jamais fait parce qu'on est toujours contraint soit d'accélérer dans le temps parce qu'on a une obligation pour une subvention, pour un texte qui nous est imposé par l'État, et vous allez voir, ça va être le cas de deux textes qu'on va présenter, soit parce qu'on est à la bourre et on va essayer de se contraindre, au moins pour ces 3 réunions obligatoires, de fixer un calendrier en amont, en accord avec celles qui sont supprimées les groupes d'opposition. Oui, ils ont été supprimés du règlement intérieur. Oui, c'est ça, ils ont été supprimés du règlement intérieur et on va y revenir. Enfin, peut-être. Tout le monde dit, il y a longtemps qu'on dit qu'on doit le faire et... Ouais, je ne peux que regretter le fait qu'effectivement, sous des réserves de simplification, on réunisse moins souvent le conseil municipal et de ce fait, on laisse au maire tous les pouvoirs. De fait, c'est un peu ce qui se passe, mais la possibilité d'un échange démocratique me paraît quand même important dans le fonctionnement de la commune. Et donc, c'est une occasion de moins de pouvoir échanger. Vous avez interdit la parole. Qui est contre? Qui s'abstient? Maintenant, les Qui est contre? Qui s'abstient? Pour info, c'est même avis. C'est quoi? Abstention? Abstention ou contre? Métropole, Monsieur Saint. Abstention ou contre? Je m'abstiens. Abstention. Monsieur Morena? Après, c'est 5 Une minutes abstention. qui étaient déjà présentes dans le dernier. Oui, une partie. Parce que c'était C'est une juste des proposition. précisions et l'adaptation de la loi, en Voilà. fait. C'est des modifications de la loi et de la précision. Je pense celui des régies parce que on en a plusieurs qui vont, qui viennent et chaque fois tu es obligé de réunir pour dire la régie des boissons, elle n'est pas là, elle est tenue par un tel. Non mais le temps de parole, il était déjà existant. Il était déjà existant à 3 minutes et on l'a porté à 5 minutes pour permettre le débat. Je demande de 5. Ok. Je ne sais plus où on en est. Le budget complémentaire et le modificatif, il se compose de plusieurs éléments. Je vais passer la parole à Valérie Guillaud, bien sûr. On a été obligé de réaménager, on a des erreurs que l'on a fait d'estimation, on a des recettes supplémentaires qui sont arrivées, la piscine, des financements que j'ai reçus, notamment pour le petit moulin à farine qu'on va faire, qui sont déjà perçus.
Grosso modo, on avait un excédent qui était reporté, prévu de 860 000 €. On le décale de 46 000 €, et notamment pour des questions d'augmentation de masse salariale. On réintègre une personne qui est en maladie, les effectifs des petites vacances, et c'est ça Céline, et Céline est là, et merci pour le travail qui a été effectué, parce qu'on jongle énormément, et si autant les effectifs stagnent dans les scolaires, au niveau des actions du CLSH et autres, on est en pleine explosion. Le chiffre que vous m'avez donné tout à l'heure, Michel, je crois que c'est toi qui as dit combien de semaines à plus de Madame Céline? Ah, mais je vais en parler tout à l'heure. Tu veux que j'en parle Non, maintenant? non, Donc, attends, je vais chercher mes notes, parce que je ne sais pas tout par cœur. Donc, ce sont 6 jours à plus de 100 enfants là, voilà, pour les vacances d'automne. Donc, ces ajustements, une erreur qui a été faite, mais qui est une régularisation, c'est pas tout à fait une erreur, et puis la normalisation de certains crédits sur les fonds de compensation de TVA, par exemple. Mais Valérie, je te donne la parole pour plus de détails pour arriver, mais donc, grosso modo, c'est 46 000 € qu'il nous faut extraire de ce qu'on appelle le renvoi de la section d'investissement vers du CEMA, du complément de l'investissement. Voilà. Je la parole, Valérie. Si vous avez des questions, elle y répondra, mais si tu veux donner les grandes lignes, merci. Alors, cette décision modificative, on a déjà des opérations d'ordre sur les opérations patrimoniales à régulariser. Ce sont les biens vacants sans maître que la commune a acquis pendant les derniers exercices, qu'il faut intégrer en fait dans l'actif. Voilà, qui représente 602 575 €. Donc ces opérations patrimoniales sont évidemment équilibrées tant en dépenses qu'en recettes. Comme l'a indiqué Monsieur le maire, donc le gros poste, c'est celui des ressources humaines, avec un retour d'un agent en congé longue durée d'ici la fin de l'année. L'augmentation des effectifs du périscolaire, que ce soit sur les petites ou les grandes vacances, qui ont nécessité une rémunération complémentaire de nos agents municipaux et non pas des saisonniers. Et également pour la période justement saisonnière à LSH Piscine, où également on a dû recruter nos propres agents puisque les saisonniers ne pouvaient pas faire face à l'activité accrue sur ces postes-là. On baisse les indemnités des élus, donc je peux récupérer des crédits de la même façon que les dérogations scolaires que l'on verse aux autres communes. Donc là, on récupère des crédits. On augmente des crédits sur les dotations d'État, forfaitaires, solidarité rurale, aménité rurale. On augmente des crédits pour la redevance piscine, tel que l'a indiqué Monsieur le maire, sur les remboursements sur rémunération. On augmente les crédits des revenus des immeubles, puisqu'on a eu très peu de vacances sur le parc locatif de la collectivité. On baisse des crédits sur les versements des prestations CAF-SIVOM, donc ça c'est la petite erreur de prévision que j'ai faite, je m'en excuse, puisque maintenant on perçoit directement les prestations de la CAF et le SIVOM ne nous verse plus dans le cadre du contrat enfance-jeunesse les prestations. Donc là on est obligé donc de prévoir une réduction de ces crédits de 80 000 €. Comme l'indique également Monsieur le maire, donc, on diminue le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement qui était de l'ordre de 860 000 €. On l'a réduit de 46 000 €, tout simplement pour l'équilibre budgétaire. On ouvre des crédits au chapitre cession. On réduit des crédits de FCTVA, également sur l'opération 60 réseau de voirie. Et on inscrit donc les crédits pour la subvention du Petit Moulin à Paris. Voilà. Donc vous avez le détail sur la délibération, les diminutions de crédits en dépenses, les augmentations de crédits en dépenses, les diminutions et les augmentations de crédits, de la même manière en recettes pour chacune des sections. Des questions? Des oppositions? Merci à l'unanimité. Merci. Je profite de remercier Valérie et le personnel administratif du gros travail qui a été fait. Et vous verrez, Michel le fera à son tour après, avec le travail de Céline qui est ici ce soir, où on a beaucoup de travail imposé par l'État. Si vous permettez, on n'est pas dans le débat de l'Assemblée nationale
parle de déficit, nous, on est obligé de voter un budget à l'équilibre. Donc ça, c'est la démonstration même de la gestion municipale par rapport à d'autres gestions de l'État qui font actuellement débat. Hier, on recevait à Aix un ministre qui est venu nous dire qu'il fallait tendre vers plus de régularité comme gèrent les collectivités pour l'État. Mais bon, le résultat est loin, sauf que, et je vous en informe là, les situations budgétaires vont se compliquer. La région Muselier a annoncé un prélèvement d'État de 120 millions d'euros à la région. Il a confirmé que les financements des collectivités et des projets des collectivités ne seraient pas touchés, mais il faut trouver des économies. Il en est à peu près de même à hauteur de 60 millions au département et de 50-60 millions à la métropole. Donc vous voyez qu'il faut s'arracher pour trouver toute cette partie. Donc on l'a fait voter, c'est bon. Ensuite, alors, là aussi c'est un dossier très technique. Depuis des années, nous avons des échanges permanents avec l'État, avec le département et avec des privés aussi sur la gestion des locaux du plan du Var. Les plus importants ont été... Comment ? Il y a une délibération numéro 4 qui n'a pas été votée. J'ai fait trop vite ou quoi? Ouais. Ah non, oui, d'accord, oui, pardon, oui, excusez-moi. Les recouvrements non valeur de l'ordre de 2000,68 € au 641 perdent sur créances irrécouvrables et créances admises en non valeur et de prévoir la dépense au budget au cours du chapitre 65, autre charge de gestion courante. Donc ça, c'est quand on a purgé tout ce qui était possible de faire et que, eh bien, on arrive au bout de tout et qu'on se trimballe dans les budgets, ce genre de choses. Et donc, régulièrement, vous avez un certain nombre de crédits en annulation, essentiellement dus à des loyers. Oui, en cantine et des renseignements généraux. Cantine, qui est contre, qui s'abstient, c'est une délibération qu'on a au budget. Non, mais ça a bien baissé quand même. Oui, mais il y a un travail énorme de suivi, de comptabilité de partout pour serrer au plus près. Oui. Donc je reviens sur ce que je disais sur le plan du Var. Donc toutes ces modifications, et je te fais des travaux, et tu m'enlèves le loyer, mais là j'ai plus besoin, mais je te le donne, et on va mettre temporairement, notamment C3S qui s'occuper des fins de vie pour stocker des produits que les médecins n'ont pas accès, seul un médecin habilité par C3S pouvait récupérer, donc ils s'en vont. Bon, on est en train de clarifier tout cela. Valérie y a perdu un peu plus souvent les cheveux. Et je vais lui passer la parole pour qu'elle donne le compte-rendu de la convention. Vous aviez voté la même convention avec les services du Trésor public qui aussi, avant d'avoir leurs locaux, ont transféré, on a fait des travaux, on les a hébergés gratuitement, ils ont fait de la clim et tout ça. Valérie, tu as la parole pour expliquer ce dossier un peu technique et compliqué. Rapidement, donc depuis 2015 jusqu'à 2021, les locaux étaient utilisés par le département. Il y a eu beaucoup de modifications. Ils ont étendu les surfaces, puis ils les ont réduits. Entre-temps, ils ont réalisé, bien sûr pour le compte de la commune, des travaux. Et on avait donc déjà fait un avenant au bail pour prévoir le remboursement de ces travaux lissés dans le temps. Sauf que le département a résilié le bail, puisque vous savez, ils sont dans les modulaires à Plan du Var, si bien que la collectivité n'a pas pu acquitter les sommes qui étaient dues. Donc nous avons fait le point avec le département des sommes qui étaient dues par la commune et celles qui étaient dues par le département. Il s'avère donc qu'in fine, il y aura une régularisation de 7 249 € à faire et qu'il faudra que nous annulions les titres qui ont été émis à hauteur de 25 410 €, de façon effectivement à les sortir de l'état des restes à recouvrer. Voilà, donc la convention est assez précise. Je vous ai joint aussi le tableau pour que
que vous compreniez un petit peu mieux l'ensemble des plus et des moins. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Des questions? Vous avez des demandes techniques dont le département et Rhône-Alpes seront versés dans la signature de la convention. Excuse-moi, j'ai pas compris. Là, il reste 7 000 et quelques euros. Ça, on remettra un titre. C'est-à-dire qu'on balaye tout l'arriéré pour régulariser et on remettra le titre des sommes qui sont dues sur les derniers loyers, notamment qui concernent, parce qu'il y avait aussi les loyers de la place de la République. Là où on fait pour les assistantes sociales. Les assistantes sociales, dont les locaux sont résiliés là depuis le mois de juin. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la délibération numéro 6 concerne ce qu'on appelle les OLD, les obligations réelles environnementales des ORE, excusez-moi pas les OLD, les ORE, concernant la construction du collège et les différents adjoints, tous les parcelles qui sont concernées, qui nous appartiennent, des parcelles qui sont privées. C'est aujourd'hui en cours de demande. L'ADREAL a donné un rapport sur ces terrains-là et sur ces zones. Les écologues sont en train de faire des propositions de manière à pouvoir compenser la construction du collège qui est en zone qui était en zone naturelle avant et que donc le collège avait besoin de ces compensations. Donc les terres sont trouvées, les accords des propriétaires sont donnés. Nous avons donné les accords sur nos propres terrains. Et aujourd'hui, c'est un cours. Je précise que c'est tout en zone N, que c'est une durée de ces ORE qui est de 30 ans, non renouvelable ou renouvelable en fonction de l'exploitation qui est nécessaire. Et aujourd'hui, les accords sont tous trouvés. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que dès la semaine prochaine, on a les réunions de coordination pour le défrichement, que le permis de construire du collège sera délivré la semaine prochaine et que donc les travaux démarrent dans les jours qui viennent pour une ouverture, contrairement aux rumeurs que j'entends sur la chauve-souris, sur ceux qui savent tout et qui écrivent tout. Le collège commence dès, je pense, fin de semaine prochaine, notre semaine, le temps d'établir la convention, puisque c'est Force 06 qui va effectuer le gros des abattages et là, on commence à récupérer les pierres pour la construction et les terres pour fabriquer les terres dont la structure sera installée sur le site de matériaux inertes pour fabriquer les briques de terre. Donc là, il s'agit de transférer au département. Nous sommes pour rien dedans, mais je tenais à vous informer avec toutes les parcelles et vous avez l'ensemble des documents qui sont joints avec les plans où se situent les parcelles et autres. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est ce matin, et je remercie Nicolas qui a traité les problèmes, pas les problèmes, il n'y en avait pas, mais vous savez, la DFCI, la sécurité de ce collège, ça a été infernal avec les réseaux vigiles pirates, c'est terrible. Mais voilà, donc on est même un modèle puisque maintenant on nous demande et je participe en appliquant les principes qu'on a appliqués ici pour arriver rapidement, entre guillemets, à la construction du collège de Nice qu'il va falloir arriver à faire dans les mêmes conditions que le nôtre, c'est-à-dire passer un projet valant modification du PLU en attendant que le nouveau PLU soit modifié avec des déplacements de terres agricoles et avec aussi des problématiques de DREAL. Donc voilà, c'est une satisfaction pour nous. C'est le département qui est à la manœuvre. Je remercie Eric Ciotti qui suit ça de près. Je l'ai encore vu la semaine dernière sur ces sujets-là et aujourd'hui, ces soucis sont derrière nous. Je précise quand même que c'est un investissement qui, bon an, mal an, sera aux alentours des 27 millions d'euros et que ce collège, vous avez eu copie, Michel vous en a informé, a déjà été primé à 2 reprises
et notamment reconnu comme collège par l'éducation nationale ces derniers jours. L'internat d'excellence. L'internat d'excellence, il est reconnu comme collège, orchestre et ainsi de suite. Ces zones ORE, là, il va rien se passer dessus. Alors, le terrain n'est pas figé, c'est la propriété, si tu veux l'avouer, si tu veux faire sans zone N, je précise, dans des endroits non opportuns. Et ils feront des aménagements, exemple à la pose de nichoirs, regardez s'il n'y a pas des essences emblématiques qu'il faut dégager. Parce qu'on avait voté le 11 août 2022 la création d'antenne, donc qui passait sur ces parcelles de la France. Tout à fait. Et donc là, c'est annulé. Donc. Non, c'est pas annulé, c'est un peu. Elle passe sur les terrains G27, G38. Oui, elle passe la voie. Mais malgré que ce soit une zone ORE, on a le droit quand même de... Ah oui, bien sûr, c'est pas figé, c'est pas la loi, c'est la convention par exemple. On a fait beaucoup de zones, mais tu es obligé de maintenir les pierriers, enlever les pierriers, où il y a des aménagements qu'on ne peut pas... S'il y avait des essences remarquables comme le livre là-bas, tu n'as pas le droit de l'occuper, mais après, c'est eux, un accord avec les propriétaires, qui vont décider s'ils mettent des nichoirs, s'ils coupent les branches basses. Mais là, c'était la création d'un chemin, tu peux pas dire. Avec une aire de retournement plus l'antenne, donc sur cette parcelle G27, G38. Et ça, c'est toujours d'actualité. Oui, tout à fait, bien sûr. Malgré ces zones ORE. Absolument. Ça a été intégré et pris en considération dans le débat. D'autres questions sur ce sujet? Oui, juste une petite question, parce que sur la pièce jointe, il y a 4 parcelles qui appartiennent à des privés. Il est bien clair que la délibération ne porte que sur les parcelles appartenant à la commune. Oui, voilà. Bien sûr. Et les autres parcelles, c'est le département qui s'en occupe et qui est en charge. D'accord, en contact direct, trouver une solution. Sinon, on en regarde une qui peut-être risque de nous intéresser pour la zone de la même foncier qui touche tout le dos, autour des bassins. Ok. Et pour le moment, c'est parfait, et on reviendra vers vous le moment venu. Donc c'était juste pour information qui était mentionné, donc les quelques parcelles qui avaient été identifiées dans le période de... Oui, c'est pour une information, et les écologues ont fait les inventaires définitifs et ont été acceptés, y compris acceptés par la VA, c'est pour ça que maintenant on est confiant. Mais ce n'est pas un point bloquant pour le permis de construire, c'est un point bloquant pour le début des travaux. Les ORE soient acceptés avant le début des travaux. Mais c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a eu sur les réseaux des personnes qui se sont un peu émues, inquiétées, à juste titre ou pas, parce que la rumeur tueuse laisse toujours des traces, donc disant que... Voilà des spécialistes. Oui, il y a des grands spécialistes qui font courir des bruits, qui inquiètent, et on peut le comprendre. Hein. Oui. Donc on a été interrogé là-dessus par rapport aux chauves-souris, par rapport à des vestiges éventuels qui ont été trouvés et qui allaient impacter la construction du collège ou décaler la construction du collège. Donc là, cette délibération, elle est bienvenue parce que ça donne un éclairage de la réalité. Ça remet un peu les curseurs là où il faut. C'est la même chose pour la maison de santé, dont le permis de construire ça début novembre accordé, donc les derniers arbitrages des pompiers ont été donnés aujourd'hui, ce matin, et donc les fouilles archéologiques n'ont rien donné, donc aujourd'hui il n'y a plus qu'à d'être permis là aussi à prendre des recours éventuellement des tiers, mais les travaux sont prêts à être lancés. Et on a une référence des financeurs dans les jours qui viennent. J'espère que le conseil municipal aura accès au dossier. Le moment venu. Le moment venu, voilà. Très bien. Bien sûr, le conseil oui, bien sûr. D'abord, le permis, il n'est pas donné, donc il est encore confidentiel. Et dès que le permis sera, c'est un document public, et bien sûr, comme bien sûr, tous les éléments, y compris les éléments financiers dans lesquels on est en train de se battre pour obtenir des prix qui vont bien. La satisfaction, c'est qu'on a déjà des demandes complémentaires qui arrivent de spécialistes ou autres, puisque le message est bien passé, que l'ARS considère qu'aujourd'hui c'est une très belle maison de santé, que donc c'est elle qui a provoqué une conférence des financeurs que nous aimons. Je sais plus où j'en suis. Voilà. Mettre au voie le 6. Voilà. Qui s'abstient. Ça c'était là. La 6.
Allez, la 7. Monsieur Braquet, vous avez la parole. Délibération numéro 7. Constitution d'une servitude de passage sur le chemin rural situé au profit de monsieur et madame Canfora, Saint-Nouveau. Monsieur et madame Canfora, propriétaires des parcelles cadastrées section G, numéro 132, 135, 137, 142, 143, je vous passe le reste, situé au lieu-dit Lagoura. Ils ont sollicité la mairie par courrier pour une autorisation de passage sur le chemin communal pour pouvoir faire passer leur canalisation de raccordement d'eau potable. Il convient d'établir un acte de servitude tréfond. Tous les frais sont à leur charge, acte de servitude plus poste de canalisation, et ils s'engagent à remettre le chemin communal en état. Le montant fixé par les domaines pour cette servitude est de 17 € hors taxe. La mairie décide de le laisser pour l'euro symbolique. Donc il est proposé au conseil municipal de constituer une servitude de tréfond sur le chemin rural de la propriété communale, conformément au plan 6 juin au profit de monsieur et madame Canfora, moyennant l'euro symbolique, d'autoriser monsieur le maire à signer la servitude de passage établie sous forme d'acte notarié et tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier, et de préciser que les frais d'établissement et d'enregistrement de l'acte de servitude seront à la charge de monsieur et madame Canfora. Je mets au défi ceux qui... c'est là qu'on va voir les régionaux de l'État. Il faut le trouver, ce chemin communal. Et donc c'est un morceau, il y a longtemps, on avait autorisé ce permis en utilisant de l'eau au conditionnement à condition qu'il y ait un système de stabilisation autonome par rapport à l'eau de Fumpench et de Prébossé. L'an dernier, ça fait 2 ans qu'on était passé, il y a des manques d'eau, donc le commerce qui était installé un peu plus haut, les chevaux n'avaient plus d'eau. Force 06 a alimenté une fois et refuse actuellement toute alimentation en eau pour les particuliers. Donc voilà, ça a un peu traîné, ils voulaient y aller, ils ne voulaient pas y aller. Il n'y a plus besoin de prendre de relevage grâce aux travaux qu'on en a fait sur tout le chemin René Cuvier. Et donc aujourd'hui, c'est une chose faite, ils sont alimentés, ils vont être alimentés à notre état puisqu'ils ont à monter dans leur propriété la canalisation. C'est le site de Castres, ça? Ouais, au-dessous, l'entrée de la... Comment? Non, pas du tout. Monsieur Canfora. Que pour Ah non, parce que derrière, s'il fallait le chemin communal, il faut savoir qu'il passe contre la maison de Canfora où il y avait la vieille canalisation qu'on a détournée, mais vous engage à passer sur le chemin, vous tombez dans la cuisine de Madame Canfora. Hein, ça sent bon, bon, c'est très bien. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Nicolas pour le travail qui a été fait. C'est un peu long, hein, il a fallu discuter. J'ai la parole pour l'autre délibération. Allez, délibération numéro 8. Validation des projets de périmètre et délimité des abords des monuments historiques de la commune. Monsieur le maire expose, je vous passe le code du patrimoine et de l'urbanisme, mais vu par le courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 12 janvier 2024, qui porte sur les projets de périmètre délimité aux abords des monuments historiques. Par rapport à la loi du 7 juillet 2016, après consultation avec l'architecte bâtiment de France et du patrimoine, il propose de faire un périmètre bien délimité aux abords des monuments historiques qui vient se substituer à celle du périmètre de 500 mètres. Après avis conforme rendu par l'architecte bâtiment de France, qui se reposait sur ces 2 critères, périmètre de 500 mètres et covisibilité avec le monument historique, on se basera sur l'avis conforme fondé par l'ADF, qui sera plus cohérent par rapport à ces monuments historiques et les immeubles situés à proximité. Pour donner un exemple, il faudra que l'immeuble soit situé dans un PDA, périmètre délimité des abords, pour que son projet de rénovation ou de construction soit soumis à l'avis conforme ABF. C'est pourquoi il est nécessaire de définir ces nouveaux PDA autour des monuments historiques de la commune. Le préfet a transmis ses projets de PDA concernant, on en a 4 en fait, concernant la Madone, l'église Saint-Antonin, le passage voûté et la porte du rempart. Il appartient au conseil municipal de valider ces périmètres proposés. Alors c'est une directive d'harmonisation nationale et l'ABF a commencé sur le littoral et là notre architecte des bâtiments de France
a fait une proposition qu'on a regardée ensemble, une simplification. C'est essentiellement à la marge. La grosse simplification, c'est que les deux cercles de la Madone et du village qui ne se touchaient pas, on l'a vu, on l'a utilisé pour la maison de santé, où on avait consulté bien sûr l'ABF, et là, les deux cercles vont converger. Il y a une petite modification au bout de l'Ordalena, il y avait un morceau qui était dedans qu'on sort. Grosso modo, c'est à peu près tout. Le périmètre est simplifié, mais à la marge. À la marge. Voilà. Mais là, on répond. Ils vont faire une proposition. Il y a différents organismes, notamment les archéologues qui vont regarder ou quoi. C'est pas demain matin qu'on aura l'arrêté du préfet sur le nouveau périmètre. Hein. Voilà. Mais par contre, l'ABF va l'exploiter. Tel quel. Qui est contre, qui s'abstient. Je vais dire on n'a pas le choix, mais bon. On va faire bon entente. Allez, délibération numéro 9. Autorisation de déposer une déclaration préalable pour la modification d'une ouverture école maternelle Les Oliviers. Afin de donner un accès sur la cour extérieure et de faciliter la ventilation de la classe numéro 7 de l'école maternelle Les Oliviers, c'est la classe de Jennifer. Il est envisagé de transformer la fenêtre existante en porte-fenêtre. Par conséquent, conformément à l'article R421-17 du Code de l'urbanisme, doit être procédé d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment existant. Bon, après, si on regarde bien la photo, vous l'avez, ça ne change rien. On l'a fait déjà pour la salle d'atelier. Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une demande de déclaration préalable pour la modification d'une ouverture existante. Mais ça change rien. Moi, Monsieur le maire, je ne vais pas voter puisque je suis un petit peu concerné sur ma femme, c'est la place de ma femme, on va dire. Donc je ne voterai pas. D'ailleurs, je vous avais déjà, on en avait parlé plusieurs fois et j'en ai parlé à la IPL. C'est un sujet qui a été très polémique pendant des années. Et je ne souhaitais pas rentrer dans le débat parce que justement, c'était la classe de ma femme. Si ça avait été la classe des ordres enseignants, je serais rentré dans le débat et j'aurais défendu vraiment ce dossier d'ouverture de porte parce que c'est essentiel pour moi, pour la chaleur. Hein. Si on regarde le schéma, il n'y a que sur le schéma, là, on voit bien que c'est des ouvertures de 70 cm qui sont juste battantes et qui laissent une ouverture d'une quinzaine de centimètres. Ce qui fait qu'il n'y a pas moyen d'aérer la classe. Hein. Il y a deux portes dans cette classe qui donnent dans des couloirs qui donnent dans des couloirs. Donc il n'y a aucun accès extérieur pour l'instant. Donc aussi bien pour l'aération, pour la chaleur, pour la baisse de température et aussi pour en cas d'intrusion ou d'activation du PPMS, hein, on va dire, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un peu dommage qu'on ait attendu autant de temps pour la faire, cette porte. On est largement dans les temps puisque la loi nous laisse encore jusqu'à 2026 pour exécuter, mais je crois que vous ne voulez pas rentrer dans le débat, mais quand même... Ah non, mais je ne voterai pas. Mais l'essentiel aujourd'hui... Là, je n'ai pas participé à ce débat avant. Oui. Mais si ça ne concernait pas la fenêtre de ma femme, je serais rentré dans le débat à fond pour défendre ce projet. Aussi bien pour le PPMS. Là, je parle pas du. Non, mais le problème, Monsieur le maire, c'est qu'on a tellement tardé que le projet le conflit autour du CO2, cette ouverture de porte a généré le conflit du CO2, vous savez très bien. Et s'il y avait eu cette ouverture de porte bien avant, il y aurait eu cette polémique sur le CO2, mais pas comme ça a été le cas dernièrement. Voilà. Oui, je pense que d'ailleurs elle est très accentuée et j'ai les derniers rapports. On réunira avec les enseignants, tous les enseignants, les deux bureaux d'études qui ont été mandatés pour donner les explications et voir quelles sont les solutions qui sont plus simples que prévues sur le sujet 2025-2026. Et donc on a deux séries de mesures qui vont arriver. On va faire de notre initiative, alors qu'elles n'étaient pas demandées nécessaires en 2024. On va les lancer dès 2024. Voilà. Ah, effectivement, c'est très bien. Je ne peux que me joindre, féliciter que cette chose soit entreprise enfin. Après, il est seulement dommage qu'il ait fallu passer par des articles, des pétitions ou autres. Vous étiez un peu à la manœuvre, M. Saint, mais en tout cas je prends note.
vous commencez à rentrer dans une dynamique intéressante de participation active. Merci de votre reconnaissance sur le sujet. Ça facilite aussi l'accès au petit jardin. Non, c'est très bien. vous avez l'accès, mais pas le Régis. Pour pas faire le tour, Vous avez l'accès, mais pas le dortoir. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, je vous remercie. Merci Nicolas pour les présentations de ces délibérations. Je passe à la numéro 10, Georges Revert étant pas disponible, donc je reprends cette délibération qui concerne la maîtrise d'ouvrage déléguée au CIVOL de Banquière pour les travaux d'extension de l'établissement multi-accueil intercommunal La Ritournelle. Le libellé et travaux d'extension, mais l'extension pas au sens de place, on verra qu'on y vient ultérieurement, mais surtout on a le CIVOM avec des difficultés, mais un traitement plutôt correct des financeurs ont été mis en demeure de mettre aux normes cette crèche. Alors, elle a un certain nombre d'années, il y avait la ludothèque, on en a déjà pris la moitié, on a réalisé. Deux grands problèmes restés à régler. D'abord, le confort des personnels. Tous les locaux ne sont pas conformes pour le personnel, les salles de repos, les accessibilités, les vestiaires et autres. La cuisine doit être aménagée car j'ai découvert tout à l'heure que peu de nombre était au courant des notes. Toute la cuisine, y compris pour les bébés, est fabriquée sur place par le cuisinier qu'on a en place dans la crèche et essentiellement bio. Donc, tout est fabriqué sur place, on doit cette mise aux normes, 1 pour le personnel, 2 pour les couchages, 3 pour la marche en avant, les cuisines et tout ce qui s'ensuit. Et surtout le gros de ce dossier, où la CAF nous demande pour les financer et maintenir les financements, c'est d'avoir sur le devant de la crèche une zone d'activité avec préau permettant de faciliter l'accès aux parents, mais aussi de permettre aux enfants d'être dehors à l'étage en continuité. Quand je dis aux enfants, y compris les tout petits qui sont dans le premier local en arrivant contre la ludothèque. Donc l'objectif premier, c'est cette mise aux normes, c'est le travail. On ne serait pas parti sur une extension. Il se trouve qu'en poussant les murs, on était coincé et on arrivait à devoir prendre des mètres carrés de la ludothèque qui se réduisaient comme un pot de chagrin. Et je salue Michel qui m'a convaincu il y a 25 ans d'en faire une et qui a bien travaillé. On était la deuxième après Menton à créer une ludothèque, c'était très grave, mais petit à petit, on l'a grignoté parce qu'il y avait la demande, parce qu'il y avait la demande de crèche, parce que vous savez que la crèche est beaucoup plus accessible que les aides maternelles privées, et que donc on a une demande importante. Mais c'est surtout l'extérieur qui est important. J'ai refusé le premier plan qui nous a été proposé par la maîtrise d'œuvre qui est retenue et l'architecte. Donc on retravaille cet espace du haut avec une accessibilité différente pour rejoindre le jardin et encore plus sécurisé. C'est en cours. On a fait une première réunion avec le projet de l'architecte du primaire et du centre du CLSH qu'on va construire avec sa nouvelle cantine, de manière qu'on harmonise ne serait-ce que les lampadaires, les clôtures et autres. Donc c'est un projet qui avance, qui est financé par la CAF qui a reconnu l'urgence et la bonne gestion de cette crèche, par le CIVOM d'ailleurs, on y est bien, et pour lequel on est à saturation, et merci à Janine Planel pour le travail qui est effectué. On a enfin trouvé une infirmière de Levas qui a accepté de relever après le départ d'une infirmière qui a fait un gros travail mais qui voulait retourner à son métier d'origine, et que donc on est aujourd'hui dans cette optique-là. Cette optique a aussi quelque chose qui est un inconvénient mais qui se tourne en avantage, parce que je n'ai pas voulu qu'on grignote la place qui est devant la salle sous crèche, que l'on appelle, c'est-à-dire qu'on va faire un encorbellement porté, sans pilier, en principe, sauf l'escalier qu'il faut qu'on loge, qui est difficile à loger, de manière à couvrir une partie de ce que j'appelle, quand on loue la salle sous crèche, on a un espace où on met la remorque, où on cuisine dehors, et on met toujours des barnums ou quoi, et là il sera couvert par
l'espace qu'il est nécessaire de gagner à l'étage au-dessus pour permettre justement d'avoir ces espaces de jeu d'extérieur pour les petits et les tout petits pour les sortir, prendre le soleil et ce qui s'en faut, puisque la terrasse de l'autre côté est couverte et sert aujourd'hui plus de dortoir que d'espace de jeu et de communication. Donc c'est un financement qui est monté par le CIVOM de Val de Banquière, qui a des financements importants à hauteur de la CAF, qui a des financements importants au niveau du conseil départemental, et c'est un budget prévisionnel de l'ordre du 1 million d'euros, et on pense que notre charge à nous, qui sera d'ailleurs mise dans la fiscalité du CIVOM, sera de l'ordre de 200 000 à 250 000 euros, grand maximum. Nous sommes en train d'attendre les évaluations qui sont déjà faites, mais qui vont porter. On passera de 30 à 36 possibilités d'hébergement, 3 et 3, c'est-à-dire 3 bébés, 3 plus grands, moyens, ce qu'on appelle les moyens, pour travailler comme il faut dans les deux espaces, ceux des bébés et ceux des moyens grands. Donc, voilà. Mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit vraiment de ces mises aux normes. Au passage, on récupère mètres carrés parce que nous avons à cœur de protéger les assistantes maternelles, les crèches privées qui sont ouvertes ou quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que, même s'il y en a qui sont comptabilisés une fois ou deux, je ne suis pas sûr du chiffre exact, mais on a entre 19 et 20 places disponibles chez des gardiennes qui pourraient avoir le 3e ou le 4e. Je crois que le 4e s'interdit maintenant, c'est le 3e enfant en garde, donc disponible sur le périmètre de la commune. Et donc, vous avez la convention de délégation de maîtrise d'œuvre avec le CIVOM. Voilà ce que je pouvais vous en dire. On a un arbitrage avec les architectes encore dans les jours qui viennent pour qu'ils viennent nous faire des propositions. Ils sont venus, ils avaient été mandatés 48 heures avant, donc ils n'avaient pas travaillé plus que ce qu'il faut pour dans les documents de réponse à l'appel d'offres. Des questions? Comment? L'architecte retenu. Je n'ai pas le nom en tête, c'est une polonaise, très gentille, et le bureau d'études, c'est Nicolai. C'est le Juste une petite observation sur... on avait abordé ce sujet au moment du DOV, où effectivement, je l'avais mentionné en indiquant qu'il ne fallait pas oublier non plus le CIVOM. Ce à quoi tu m'as répondu, le CIVOM, c'est le CIVOM, néanmoins, mais qu'il ne s'agissait, jusqu'après, dans ta réponse, mettre en avant le fait qu'il ne s'agissait que de régler justement un concours d'architecte ou un architecte. Là, on se retrouve 6 mois après, on se retrouve avec 1 million d'euros. Bon. Mais c'est pas nous qui le Non, mais j'entends bien, mais... attends, c'est sûr qu'un concours d'architecte, d'abord, si on avait eu que 4 avec de la faire, on n'aurait pas besoin d'un concours d'architecte. C'était pas un concours, mais en tout cas, c'est un appel d'offres. Ici, on a fait sous forme de concours. On a fait sous forme de concours avec un jury. Non, mais c'est très bien. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui, il est retenu, la maîtrise d'œuvre est retenue. On a fait une première réunion et on attend des propositions architecturales et techniques, notamment toute la partie où je ne suis pas trop d'accord sur la marche en avant et la cuisine pour qu'on ait un grand confort du côté cuisine. Que je tiens à continuer à... pas un sujet dans les finances locales. Parfait. On est dans les clous, bien sûr c'est prévu. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Madame Castel. Céline, bon, là, on va rentrer dans un grand moment RH. Il va y avoir plein de délibes qui vont concerner les ressources humaines. Donc, la délibération numéro 11, recrutement d'agents contractuels sur l'emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité.
Donc là, je vous demande de bien vouloir corriger. Il est proposé au conseil municipal sur la 3e ligne, vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'automne 2024. Donc vous corrigez, c'est 2025. Il y a juste une petite confusion parce qu'on a besoin de recruter 5 personnes en 2024 pour les vacances d'automne. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette petite confusion. Mais là, on va parler pour l'année 2025. Alors, compte tenu des nécessités du service de centre de loisirs, il convient donc de créer ces postes. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, afin de pouvoir assurer les missions d'animation au centre de loisirs pendant toutes les vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'automne 2025. Donc, il est donc proposé, au vu des effectifs croissants d'inscription, de créer 5 postes non permanents d'adjoints d'animation, dont le temps de travail et la durée des contrats, évidemment, seront en fonction des besoins du service, c'est-à-dire en fonction des inscriptions durant ces petites vacances. Alors, juste pour info, parce que je trouve que c'est important de faire un petit éclairage là-dessus pour voir ce qui se passe au niveau du centre de loisirs, aux vacances d'automne, la fréquentation, là, cette année, elle est aussi importante qu'en milieu d'été, ce qui est relativement rare. Là, donc, on peut vraiment constater un besoin d'accueil croissant des enfants pendant cette période, puisqu'on a un besoin qui va jusqu'à 16 animateurs. C'est énorme. Les vacances d'automne, donc, à ce jour, là, quand on a pris les inscriptions, donc, il y a quelques jours, on peut constater qu'il y a, ce qu'on disait tout à l'heure, 6 jours avec plus de 100 enfants, avec un nombre maximum de 134 et un minimum de 76 enfants. C'est quand même très important. Sur la moyenne d'accueil pour la première semaine de vacances, on est à 112 enfants. Sur la deuxième semaine de vacances, on est à 105. Et la moyenne des 2 semaines, ça fait 109. Par comparaison, sur 2023, je peux vous citer 102, 72 et 89. Donc vous pouvez voir l'augmentation de ces effectifs. Ce qui représente, et ça c'est important ce chiffre par rapport à la CAF, puisqu'il compte sur les journées enfants, ça représente 873 journées enfants sur 9 jours de centre. Donc ça fait beaucoup, et le financement il sera en fonction de ça, par rapport à 799 sur 2023. Alors on peut se poser la question, on l'a abordé aussi tout à l'heure, pourquoi cet accroissement tout d'un coup, alors que les effectifs de l'école n'ont pas varié autant. Donc il y a plus de parents qui travaillent, les 2 parents qui travaillent. Ça colle, si vous voulez, avec les augmentations de la cantine, des effectifs à la cantine, puisque on peut noter qu'il n'y a que 4 enfants externes. Donc, je trouve 6. 6, voilà. Donc 6 enfants externes sur la totalité des enfants qui fréquentent nos écoles. Donc ça fait quand même beaucoup d'enfants qui sont demi-pensionnaires. Et puis aussi, je tiens à le souligner, il y a quand même un accueil de qualité qui est fait au centre de loisirs. Ce n'est pas une garderie, c'est vraiment un centre de loisirs avec des animations de qualité, un projet pédagogique, un projet éducatif qui sont des projets qui vraiment tiennent la route. On ne fait pas de la pâte à modeler à longueur de journée. Il y a des choses qui sont proposées aux enfants. Les enfants viennent avec plaisir. Et donc, je voulais insister là-dessus et vraiment remercier les équipes d'encadrement et d'animation, les équipes autour d'Eva, d'Adrien et de Dorian, qui sont les directeurs du centre. Tout ça sous la houlette de Janine, qui s'occupe de l'enfance. Donc merci de ce que tu fais. Et puis évidemment, sous la houlette de Céline, que je vais remercier pour chaque délib, parce que pour chaque délib, il y a vraiment un travail important et différent qui est fait. Donc merci à toi Céline, et merci aussi à Valérie. Donc pour ce faire, un contrat sera établi pour chaque agent qui va détailler évidemment les fonctions, la période d'embauche, le temps de travail et sa rémunération. Voilà, j'ai essayé de vous résumer cette délib le mieux possible. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Et puis si vous n'en avez pas, je vais passer au vote. Donc, juste un commentaire, oui. qui est dans la presse nationale aujourd'hui, l'État qui cherche des recettes de tous les côtés et qui a fait mandater une grosse étude
sur Paris extramuros, hors cœur de Paris. Aujourd'hui, 35 000 enfants en moins dans le cycle de petite enfance, 35 000 enfants, et l'État constate, ce que tu as oublié de citer aussi, les familles monoparentales qui sont très importantes dans ce débat, et c'est le cas de l'internat dans le cadre du collège d'ailleurs, mais l'État semblerait s'orienter, c'est plutôt que de fermer une classe par-ci ou par-là, c'est de fermer des écoles parce qu'il y a manque d'enfants et de transformer ces écoles en centre d'accueil, ce qu'on va faire un peu nous pour permettre justement aux parents d'avoir une solution en dehors des problématiques et de pouvoir accueillir ces enfants en nombre dans cet état. Donc la prudence doit être sur les inscriptions aux écoles, mais voilà, c'est une information d'ailleurs que la ministre a donnée hier, mais qui est dans la presse ce matin. Je n'avais pas vu ça sur texto, mais effectivement c'est assez significatif du travail. Voilà, je voulais simplement vous dire que je peux faire vous donner cette information. Voilà, un donc peu si surprise. vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote. Donc il est proposé, donc je ne vais pas tout vous redire, hein, de créer les 5 postes, d'autoriser Monsieur le maire et d'inscrire les crédits au budget de l'exercice 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je mets un peu d'ordre dans mes trucs pour me trouver la délibération numéro 12. Bon, alors là, c'est indigeste. Hein. C'est indigeste, donc je vais essayer de vous le résumer le plus clairement possible pour que ça soit le moins indigeste possible. Thierry a demandé d'ailleurs qu'on se fait les 5 minutes. T'as dit ça? Oui, j'ai posé la question du règlement intérieur. Est-ce que les 5 minutes s'imposaient à la présentation aussi des délibérations? Ce à quoi on a répondu oui. Donc je fais vite. Alors on passe au vote. Dans les 5 minutes. 5 minutes. Alors, là-dedans, il y a plein de cycles. Alors on nage la brasse hein, dans tous ces cycles. Je vais essayer de vous les détailler. Puis on va nager ensemble si vous voulez bien. Donc l'ISFE, c'est l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement qui concerne la filière police, donc le comité, et en ce qui nous concerne, nos ASVP. Donc le comité syndical territorial a donné un avis favorable, ce qui est déjà une bonne chose, le 14 octobre 2024. Il s'agit d'un nouveau régime indemnitaire pour les agents de cette filière-là, une nouvelle prime dénommée indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE, qui est composée d'une part fixe, et d'une part variable, qui tient compte donc, de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent. Et ça, c'est si vous voulez, validé par le supérieur hiérarchique. Alors, le bénéficiaire de cette indemnité pour nous, eh bien, c'est notre agent de notre ASVP. Donc, le futur. Voilà. Alors, je suis prudente avec ça, parce qu'entre l'ASVP et la police municipale, donc là, on parle de notre ASVP actuellement, pour parler ensuite de la police municipale. Lorsqu'il sera devenu policier municipal, il va partir en formation. Bien d'accord. Bon, c'est clair là, jusque-là? Jusque-là, ça va. Bon, la part fixe. Alors, le taux maximal, maximum individuel, c'est 30%. Cette part fixe, elle est versée tous les mois. Et les critères d'attribution de cette part fixe, ces critères donc, sont pris en compte pour déterminer le pourcentage individuel. Et tout ça, c'est exposé dans la page 8. Donc, vous nous faites grâce de la lecture de ce paragraphe de la page 8. La part variable, elle est en fonction de, tout est expliqué sur la page 9. Et donc, ça, c'est apprécié lors de l'entretien professionnel qui a lieu une fois par an. Le montant annuel individuel maximum est de 1 000 € et versé en 2 fois, en juin et en décembre. Et si l'agent travaille à temps partiel, eh bien, le montant est proratisé. Alors, le régime indemnitaire, ensuite, c'est ce qui concerne les régies. Donc là, c'est IFSE, c'est les mêmes lettres, mais ce n'est pas dans le même ordre. Donc c'est l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise
qui est lié à la responsabilité d'une régie. Alors, on a d'un côté l'IFSE, qui est lié aux fonctions exercées par l'agent, et de l'autre côté l'IFSE, qui est régie, lié à la responsabilité d'une régie, et le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel. Voilà. Donc, toutes les mises en œuvre sont expliquées dans la page 5, les modalités d'attribution et de versement de l'IFSE, les critères d'attribution et l'examen du montant de l'IFSE individuel. L'indemnité régie est versée en complément de la part fonction IFSE par l'agent régisseur. Les montants sont fonction des recettes encaissées mensuellement pour atteindre du nombre du mois d'activité jusqu'à 1 220 €. Le montant annuel de la part IFSE de régie est 210 €. Donc il y a 10 tranches qui sont exposées à la page 6 qui vont de 1 220 à 150 000 €. Donc ça ne nous concerne pas, hein, avec un montant annuel d'indemnité régie allant de 110 à 640 €. C'était exposé à la page 6. Donc, pour en revenir, si vous voulez, à notre collectivité, les régies qui nous concernent sont les régies dans les domaines suivants: la piscine, le foyer rural, le portal, les droits de place, donc ça c'est le marché du dimanche, le CCAS, l'occupation du domaine public. Donc, je fais la différence entre, parce qu'on peut se demander ce qu'est le droit de place et l'occupation du domaine public. Donc le droit de place, c'est le marché du dimanche, et l'occupation du domaine public, c'est les terrasses, les cafés, les restaurants, les camions pizza et autres bases de vie, chantiers, qui occupent donc évidemment le domaine public. Le centre de loisirs, la restauration scolaire, la distillerie, la ludothèque, bibliothèque. Alors, les régisseurs, comment ils sont nommés? Eh bien, ils sont nommés par la commune, ils peuvent cumuler plusieurs régies et donc plusieurs indemnités. Cette indemnité, elle est versée une fois par an. Le complément indemnitaire annuel a vocation à valoriser l'ensemble de l'engagement professionnel. Sa manière de servir, ça on l'a déjà dit au début. Je suis dans les temps, là c'est bon. Les dispositions relatives aux autorités de responsabilité des emplois administratifs de direction. Là, j'en suis à combien? Ça me stresse, ça? Ça y est, c'est 5 minutes. Non, alors j'arrête. Non, c'est quand même intéressant ce que je vous dis. Laissez-moi le temps. Non, mais sur les autres délibres, on n'a pas passé 5 minutes. Donc, je peux les récupérer parce que moi, j'en ai une tartine. C'est pas au règlement intérieur. Donc, compte épargne temps. Il n'y a pas de crédit de débit dans les critères d'attribution. Ils sont expliqués page 11. Les indemnités forfaitaires, merci, complémentaires pour les élections, ça s'appelle l'IFCE, donc c'est des indemnités pour les gens qui travaillent pour les élections. Ce sont donc nos agents qui travaillent pour ces élections en dehors des heures normales de service et qui ne peuvent pas percevoir d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, IHTS. Les agents concernés, non. Non, n'alourdit pas le Ce sont problème. les On parle que des agents. Et le calcul est en fonction de la nature des élections et du nombre de jours d'élections. Parfois c'est un tour et parfois c'est 2 tours. Voilà. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHT, ça sera la délib suivante. Voilà. Donc, ces modifications des plafonds ZEP, l'instauration de l'IFSE pour le versement de l'indemnité régie, l'instauration de l'ISFE pour une meilleure organisation et plus de clarté. Combien j'ai dépassé? Une Prenez une feuille blanche, interrompre. Alors, c'est compliqué. Non mais c'est compliqué. Et on se prend la tête et tout ça. Donc merci, hein, merci Céline pour le travail qui est fait parce qu'avec avec tous ces sigles, avec tout ça, déjà on a du mal à s'y retrouver avec les sigles. Et après, pour convertir tout ça sur le terrain en fonction de ce qui est mis en place, c'est pas de la... Bon, ben j'arrête. Allez, on passe au vote, on a voté, c'est bon. Je passe à la suivante. On remet le compteur à 0. Non, voilà, c'est important pour nos agents tout ça, hein, quand même. On a eu 2 réunions RH sur 2 jours. Non, on n'a pas voté, je sais. Sur 2 jours qui ont nécessité quand même beaucoup de travail de la part de Céline pour nous exposer tout ça.
à nous les élus de la commission, et j'ai essayé de vous retranscrire ça le plus clairement possible. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Alors, on vote. Alors, je vous relis tout. Non, sur l'application. Voilà, il est proposé au conseil municipal de modifier le régime indemnitaire des agents de la commune de Levens tel que précisé dans la présente délibération, c'est ce que je vous ai exposé, d'abroger les délibes, ce que je vous ai dit aussi, et voilà, d'abroger la délib de 1 de 2019 et d'abroger la délib de 21. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je me joins au remerciement Michel pour le suivi. Je reprends tout du début. Tant que la suite. Allez. Alors, la 13. Attendez, je tourne mes pages. C'est juste pour m'y retrouver plus facilement. Alors, la délibération numéro 13, elle établit les modalités relatives aux indemnités horaires, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, hein, je vous avais annoncé la joyeuseté, pour travaux supplémentaires IHTS, au repos compensateur et aux heures complémentaires. Alors là aussi, Yukaidi, Yukaida. Donc, pourquoi on en arrive à abroger des délibes? Alors, pourquoi on abroge la délib numéro 10 du conseil municipal, donc du 19 novembre 2020, donc pour une meilleure organisation et l'application des règles au niveau régime indemnitaire dans l'intérêt du service et pour compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité à la demande de la collectivité dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent. Donc, il convient de mettre en place des instruments de décompte, évidemment, du temps partiel par des tableaux de suivi, hein, qui seront, qui expliqueront, si vous voulez, les heures qui sont réellement effectuées. Donc ça, c'est fait, c'est mis en place par la DGA. On met ici donc une majoration favorable pour les agents, les heures complémentaires, les heures supplémentaires. Alors, ces heures-là, ce sont des heures qui sont effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique de la collectivité, ou le supérieur hiérarchique, ou l'autorité territoriale. Évidemment, elles doivent être ponctuelles, exceptionnelles. Alors, les heures complémentaires, parce que là aussi, les heures complémentaires, les heures supplémentaires. Les heures complémentaires, elles sont faites, évidemment, par les agents à temps non complet, jusqu'à hauteur d'un temps complet. Ça, c'est important, à cette nuance-là. Donc, seuls les agents à temps non complet peuvent faire des heures complémentaires. Et au-delà de la 35 heures, il s'agit d'heures supplémentaires. On est bien d'accord. C'est pas forcément évident, hein, ces deux adjectifs, ils ont leur importance. Hein. La gestion derrière ces heures, oui, voilà, c'est compliqué parce qu'après, on compte un 25e, un 30e du pourcentage du cousin du brancard de la carriole et c'est compliqué. Hein. Alors, elles sont effectuées par les agents donc, de catégorie A, B, C. Les heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires sont des heures faites au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail des agents à temps complet ou non complet. Donc elles sont effectuées par les fonctionnaires de catégorie B ou C. Pas de majoration des heures complémentaires jusqu'à atteindre le temps complet, ça semble évident. Concernant les heures supplémentaires, elles pourront, ce que j'ai dit tout à l'heure, elles ne pourront pas excéder 25 heures par mois, parce que sinon c'est... voilà. Elles feront l'objet d'un versement de IHTS, indemnité horaire travaux supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur et ou l'indemnisation est laissé à la libre appréciation de l'autorité territoriale. Donc, la rémunération est faite. Alors, c'est là. Hein. Alors là, c'est calculette, il faut qu'elles y aillent. Hein. La rémunération horaire, elle est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L'heure supplémentaire est majorée, ça c'est important aussi, de 100%, parce que ça a un impact, hein, tout ça, sur la masse salariale, les finances, le budget et patalaire. Lorsqu'elle est effectuée de nuit entre 22h et 5h du matin, on considère 22h, 5h du matin la nuit,
et des 2 tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. C'est important ça. Hein. Le temps de récupération, parce qu'après il y a les récupérations qui viennent se gréver là-dessus et se greffer là-dessus. Donc le temps de récupération, il est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués avec une majoration de 100% quand l'heure supplémentaire est effectuée de nuit, donc entre 22h et 5h, et de 2 tiers pour le travail dimanche et jour férié. Donc ça colle avec ce que j'ai dit juste avant. Et là, alors, comment on va organiser tout ça? Est-ce que c'est la foire à neuneux et tout? Ben non, évidemment. Donc la collectivité, elle va fixer la liste des emplois qui ouvrent droit à ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que les conditions d'une éventuelle majoration du temps de récupération. Donc, les deux ne sont pas cumulables, évidemment, hein, où on récupère et où on a une indemnité. Donc, elles ne sont pas cumulables avec le régime indemnitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le contrôle de ces heures supplémentaires et complémentaires, évidemment, sera effectué sur la base d'un décompte déclaratif, tenu par un tableau, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par le responsable de service. Et j'en ai terminé. Et voilà, j'ai essayé de vous une précision sur le sujet. Synthétiser tout ça. Ce que dit Michel, et c'est une délibération importante. D'abord, oui. Depuis toujours, l'heure supplémentaire n'est pas un complément de rémunération. Donc j'ai demandé à Valérie de veiller que l'ensemble des chefs de service soient très vigilants sur cette programmation. La deuxième chose, que souvent on me demande, je vais prendre l'exemple de délibération que nous faisons vendredi. Je n'ai pas besoin du PM. Je n'ai pas besoin. Donc attention aux demandes. Et je sais que certains râlent. Pourquoi il n'y a pas le PM? Pourquoi il n'y a pas Hugues? Pourquoi il n'y a pas la SVP? Oui, non, mais on dit PM, mais on sait que, voilà, parce qu'à terme... La SVP, voilà, je sais. C'est la SVP. Pourquoi Hugues, c'est à minima et il est en congé, mais malheureusement, il est incontournable. Il faut prévoir avec Manu comment on peut partager. On l'a mis un mois en congé, là. Hein. On l'a mis un mois en congé. Donc c'est une délibération très importante. Je précise à tout le monde, l'heure supplémentaire n'est pas un complément de rémunération. Et deuxièmement, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire faire très attention d'utiliser, quand on n'a pas d'autres possibilités, parfois d'utiliser, c'est de prendre des gens du privé, des vacataires, pour éviter cette charge de masse salariale qui devient pour nous un vrai problème. On ne peut pas augmenter la masse salariale par des recrutements, mais on est contraint de limiter, de faire très attention à ces heures supplémentaires. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci pour ce travail, merci pour le travail qui a été fait par Michel et par Céline sur ce sujet-là. Elles sont payées ou pas payées ces heures supplémentaires? Comment? Elles sont payées ces heures supplémentaires? Oui, c'est ça. Ou à 27. Très rarement, donc on a prévu qu'il y ait une délibération. On a une délibération où on a mis sur le compte temps. On peut cadrer d'augmenter sa part sur les comptes épargne. On essaie d'éviter au maximum le paiement de ces heures. Donc par l'attribution d'un repos compensateur, c'est ça? Absolument. Mais dans l'article 3, il est marqué « et ou par le versement de l'indemnité ». Bien sûr, bien sûr. Et si l'agent il y a l'agent donc il est libre de choisir le repos. C'est vous qui proposez. C'est pas parce que bon, c'est une proposition qui est faite à l'agent, mais il y a une discussion. Voilà, il y a une discussion qui est faite. Ça dépend du nombre d'heures qui sont faites. Et ça, ils sont au courant. Et en plus, il y a la au nombre d'heures, c'est combien? Le nombre d'heures maxi, c'est 25 le nombre d'heures maxi. Donc la médecine. Non, on n'arrive jamais à c'est pas là. On est très rare, le paiement, c'est à la marge tant qu'on peut. Et c'est du repos compensateur voilà. très très D'accord. Donc une heure supplémentaire égale une heure de repos supplémentaire, c'est ça? Ça dépend de quelle heure. À quel moment de la Ça dépend Oui, mais dans une heure. Ça dépend à quelle heure. Non, je parle dans les heures précises. Oui, c'est ça. Une heure, c'est une heure. Par contre, s'il se la fait payer, il se la fait payer une fois 25%. Pour la compensation, c'est la même chose. Oui. Mais vas-y, Céline. Je suppose que pour la compensation, si l'agent peut percevoir à 25 ou à 50, à ce moment-là, si il
pense, à la même hauteur. Nous, la compensation, elle insiste là, on a déjà été généreux sur la compensation parce qu'on n'était pas obligé de mettre autant de compensation. Au contraire, plutôt moins, ils proposaient. Et la plupart du temps, c'est à l'heure pour heure. Donc là, au contraire, on a été plus généreux que... Pourquoi plus généreux? C'est-à-dire que le coefficient s'applique. Parce qu'on a mis un coefficient. Ah, le coefficient s'applique comme le taux. Donc si l'agent dans la durée horaire classique fait 1 heure, il prendra 1h25 jusqu'à la 1h25. D'accord, c'est ça? Oui, ça. Ça serait bien de l'écrire parce que c'est pas très clair, mais bon. C'est très compliqué. Oui, mais bon, là, c'est pas clair du tout. Donc, pour moi, dans ce que je dis, dans l'article 3, c'est... Mais s'il se la fait payer, il se la fait payer 1h25, il se fait payer. Et s'il la récupère, il récupère qu'1 heure pour faire 1 heure supplémentaire. C'est bizarre, quoi, en fait. Bah, écoute, Son salaire est majoré de 25% s'il fait des heures supplémentaires payées. Et là, comment? Non, le taux horaire est majoré de 25% s'il fait 1 heure supplémentaire. Mais par contre, s'il récupère 1 heure pour 1 heure, il prend que du 100%. Il ne prend pas du 125%. Ce qu'elle a dit, c'est que c'était... Non, c'est pas. Alors, à ce moment-là, Céline, Donc là, c'est clairement le taux de récupération dans les mêmes proportions que celle fixée par la rémunération. Donc ça s'applique. Si c'est 1,25, il a 1 heure et quelques. ben oui. C'est pareil. Le choix des heures. Donc les 14 premières heures d'heures supplémentaires. Mais ça n'arrive jamais jusqu'à 14 heures supplémentaires. Non, mais ça. Dans les premières heures, je ne dis pas 14 heures, mais dans les premières heures. Donc les 14 premières heures, on va les majorer de 1,25. Au-delà de 14, 1,27. Après, suivant si c'est la nuit, le jour, ben là on passe en 2 tiers. C'est ce qu'il y a écrit, article 4. Article 4. On peut passer au vote là. Regarde article 4. Et quel est le recours justement à ces heures de compensation ou de ces heures supplémentaires? Des spectacles au foyer, Manu le matin quand il commence à 6 heures pour contrôler, l'IPM, enfin... Mais c'est toujours justifié, hein. C'est toujours vrai. C'est pas la question, c'est qu'est-ce que ça représente par rapport à... On essaie de le limiter au maximum. Au maximum, et moi j'y veille personnellement. C'est pour ça qu'elle demande d'autorisation à Valérie qui m'en entretient, pour limiter au maximum. Attention, sachant que la plupart et un très grand nombre des agents sont annualisés, donc leur cycle de travail a été défini. Par exemple, Hugues a un cycle de variable assez variable. Donc voilà, c'est pour ça que ça permet d'avoir une souplesse de gestion. Il ne fait pas que des heures supplémentaires. Donc l'annualisation du temps de travail. Supplémentaire, ça représente quoi? La question, c'est que globalement, le nombre d'heures supplémentaires effectuées est de combien? Sur l'année, c'est quasiment nul. Il n'y a pas de annualisation, c'est pratiquement dit. Donc c'est bon, on peut voter. C'est surtout le dimanche et les jours fériés. Parce que là, effectivement, quand l'agent travaille... Mais les ASAF n'ont pas d'heures supplémentaires. Arrêtez de pédaler, il n'y en a pas. Mais quoi? Non, elles ont un cycle de travail annualisé en fait. Donc elles ont des périodes où elles travaillent beaucoup et des périodes où elles ne travaillent pas beaucoup. Notamment l'été, ça leur permet d'avoir... Par rapport à la évolution et la... L'été, elles travaillent une semaine. Il te semblait qu'elles avaient des heures Comment? Elles font du matin au soir avec la cantine. C'est annualisé, après pendant l'été, elles travaillent pas. Oui, annuel, mais elles font le centre PRF. Oui, mais sur le temps de travail annuel, elle reste sur le volume de 1607 heures. Elles ne font pas tous les centres aérés, toutes et tous les centres aérés. Et elles ne travaillent pas toutes les vacances d'été. Oui, c'est vrai. Là, dernièrement, il y a eu une grève le 1er octobre et il n'y a pas eu de SMA. Alors, est-ce qu'il y avait 100% de grévistes ou c'est justement parmi le personnel des écoles? Ou alors, est-ce que justement on a profité de ça? Ils nous ont posé la question. Comment? Les parents d'élèves nous ont posé la question sur les SMA. Quand on n'a pas de personnel pour le faire, on n'est pas de SMA. Il y avait 100% de grévistes chez les... Il y en avait un très grand nombre.
Très très grandement. Et les sociétés places parce que je sais que le SMA c'est quand même une obligation et il n'y a pas que le personnel mairie, il y a aussi il y a toute une liste de personnes qui peuvent accueillir les enfants quand même. Aussi bien les élus. On n'active pas et on ne prendra pas la responsabilité des personnes, notamment des parents d'élèves dont il faut des. Ah non, un parent d'élève, non. Non, mais je dis des parents d'élèves qui se proposent. J'ai une question des parents d'élèves, on n'ira pas dans ce sens. Si les élus sont volontaires, je vous mets sur la liste pour mon SMA avec grand plaisir. Je te note. Il n'y arrive pas et là il faut être très prudent. Non, c'est une obligation de la commune. Quels sont les élus ici qui seraient. La loi, tu la mets en œuvre, tu as les moyens de la mettre en œuvre. Si tu n'as pas les moyens de la mettre en œuvre, tu la mets pas. Si j'ai pas d'agent. On me déclare en fait. Il n'y a pas de SMA en catégorie. Je trouve qu'on fait vraiment passer les gens là-dessus et en cherchant bien sur le nombre de grévistes, je pense que le SMA aurait pu être dès lors je dis d'abord. Je ne peux pas te laisser dire ça. Mais comment? Non, pas te laisser dire ça parce que Céline, parce qu'on travaille sur le choix. Quand on voit cette délibération, on se dit tiens mais le personnel peut-être n'est pas gréviste, on l'a mis en récupération aussi. Mais pas du tout. Voilà. Non mais on peut y penser à ça. Mais non, mais qui c'est qui fait ça? Mais ça peut être des... Bah t'es tordu là, non, pas tordu. Ça. Non, pardon, je dis ça entre guillemets, mais pourquoi tu vas chercher, tu vas dire des choses pareilles? Parce que je pense qu'au niveau du personnel, il n'y a pas 100% de grévistes, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Mais oui, donc il y a des services il n'y a pas toujours 100%, on est quasiment, et de plus en plus, et de plus en plus, je suis très surpris par l'augmentation de grévistes, y compris dans les services administratifs. Non, là, tu fais fausse route. Il y a de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué à mettre, et on ne fera pas plus d'efforts que ça sur le sujet. On répondra aux parents d'élèves, mais c'est d'abord une grosse responsabilité et un travail pour nous de gestion qui est terrible, parce que souvent on l'apprend la veille au soir de ceux qui sont grévistes ou pas grévistes. Si. 2 jours avant. 2 jours avant. 48 heures avant, mais bon, si voilà. déjà la commune était avertie qu'il y avait 56% de grévistes le jeudi pour finir si on t'appelle 24 heures avant pour venir faire le SMA, tu ne seras pas content. Hein. Si on t'appelle pour te dire il y a un SMA et on t'appelle 24 heures. Non, mais je prends toi mais si tu disais les élus, et on l'appelle 24 heures avant. Et puis après, si par exemple il n'y a qu'une ADSEM ou qu'un agent qui ne fait pas la grève, tu ne peux pas lui mettre tous les enfants. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale, mais enfin, il faut quand même que sur le terrain, il y ait des choses qui soient correctes pour l'accueil des enfants. Tu ne peux pas mettre une ADSEM si par exemple tous les parents mettent les enfants à l'école. Quand il manque du personnel à la cantine, on arrive à trouver du personnel. Ah non, attends, demande à Céline, c'est Céline qui descend. Il y a régulièrement. Céline, c'est Janine et Daniel. Ça la marche, c'est pas tout le personnel. T'imagines si tu ouvres, tu arrives 200 élèves, j'ai une bêtise. Ils sont 4. Non mais pour dire, ils sont 4, tu fais quoi? Je crois que là on est un peu hors sujet, on ne va pas lui battre là-dessus. C'est les heures de récupération, moi j'ai un doute là-dessus. Mais non, on est parti là sur la grève, tout ça, non, ça n'a rien à voir. Non, Michel, ne parle pas dans tous les sens non plus, je te dis que je parle d'heures de récupération pour la création de SMA. Voilà. Il peut être aussi, ce sont des agents qui ne sont peut-être pas spécialement en grève, mais qu'on profite de la grève pour leur filer des heures de récupération. Voilà, c'est ce que je dis. Mais comment il peut dire ça? Comment tu peux dire ça? Je le pense. Ah mais tu le penses? Tu le penses, mais tu l'as pas vérifié. Mais tu le penses, tu peux le suggérer ou tu peux le rêver ou tu peux le... Mais c'est pas ce qui se passe sur le terrain, hein? Pas du tout. Ben non, nous on te le dit. Bah écoute... Toi tu sais pas, nous on sait. On n'a pas les chiffres des grévistes déjà, donc on ne peut pas savoir. Mais si on a les chiffres de grévistes, bien sûr. Oui, voilà. Si tu les demandes, on te les donne. C'est la première fois qu'on entend un élu qui demande le nombre de grévistes aux écoles. Le nombre de grévistes, c'est que le SMA est une obligation, donc le SMA, oui forcément, à chaque fois qu'il y a une grève, on supprime la cantine à l'élémentaire. Regarde l'élémentaire, d'ailleurs on garde la maternelle. Si les agents ils sont en grève, qui c'est qui va faire la compote et tout ça? C'est systématique, c'est pour ça. Oui. Mais parce que c'est les agents qui ne veulent pas travailler, qui veulent faire grève. Ils sont obligés et je peux pas. Mais attends, on va pas les obliger à faire grève en disant toi tu vas faire grève, enfin. Régis, qu'est-ce que tu nous dis là? Enfin, je sais pas. C'est quand même une intelligence pour ça, je pense. Ok. Ah non, attends. Tu peux répéter là ce que tu as dit? J'ai dit que tu ne cherches pas à comprendre. Il a dit autre chose. Et après? Que tu es plus intelligent que ça, c'est tout. Je prends comment ça?
je pense que tu es quelqu'un d'intelligent, mais là, tu n'as pas envie de comprendre, c'est tout. Donc je suis neuneu, quoi, en fait. Ah ben, vu comme tu prends la situation, ben je sais pas. Mais on découvre, Moi je dis que tu lis une délibération qui dit simplement, Michel, que chaque heure supplémentaire, on la donne. Oui, à un moment donné, oui, il y a des heures supplémentaires qui tournent. Voilà. Et je suis étonné que quand il y a une grève des enseignants, l'école est complètement fermée, on n'arrive pas à trouver des gens. Donc je suis étonné pour ça. Donc moi je peux supposer aussi que les agents sont en heure de récupération. Mais non, les agents. Il nous manque les agents. Il nous manque les agents. Nous les manque, on va pas les... Si je les avais, je les gageais. Si on les avait, on les bloquait. Là, tu essaies de trouver un truc qui est très clair, en fait. Ou alors, tu sais des choses que tu ne dis pas, ou je sais que nous on dit. Le gréviste et le nombre de grévistes. Ça, avec plaisir, il vient. Mais oui. La SNCF, il y a un service minimum. Non, mais on n'est pas à la SNCF. Non, on m'aborde sur la des trains. SNCF. À la SNCF, il y a un service minimum. Les trains roulent, même à minima, ils roulent. C'est parce que c'est une obligation légale, comme le SMA. Le service minimum, il est souvent mis en œuvre dans la SNCF, elle a raison, on a dit. Désolé. Mais écoutez, ça c'est bien exemple, il faut comprendre, c'est celui-là. monsieur le maire, oh. Voilà, j'ai dû faire trois grèves dans ma carrière, donc c'est pas à moi qu'il faut attaquer, je pense. Voilà. Si c'est une attaque personnelle, moi quand on attaque ma boîte, je défends ma boîte aussi. C'est bien. Non, mais là on est parti. Pour répondre à Daniel, il y a un service minimum à la SNCF qui est obligatoire et il est appliqué. Voilà. Là, le service minimum dans l'éducation nationale, pour les communes dans l'éducation nationale, c'est la même chose, il doit être appliqué. Mais dans la mesure des possibilités de la commune. Et dans le respect aussi de l'accueil des enfants. Tu ne vas pas mettre un agent et tous les enfants d'école. Et un agent avec 180 enfants. Fait tourner tous les trains, la SNCF fait tourner tous les trains du service minimum, ça se sauverait. Non, là on va pas partir. Moi je reste sous l'école, moi je refuse d'engager ma responsabilité de mettre un agent pour par exemple 180 enfants susceptibles de venir. Voilà. Et de manger. Et de manger et de tout ça. Voilà. Toi qui es très à cheval sur l'accueil, et tu as raison, et sur la qualité et la sécurité, moi je veux bien mettre en place un SMA dans des conditions... Mais on l'a déjà mis le SMA en fonction. Le plusieurs reprises. Ben vas-y, oui, chaque grève, je passe des heures à calculer. Non, là, t'es pas cool. Les Franchement, t'es pas cool. Et qui peuvent faire grève, qui sont pas grévistes, le nombre d'enfants qu'il y a. Je regarde par rapport aux grévistes, quelle classe est gréviste, et je vois le nombre d'enfants susceptibles de venir dans mon SMA, et je vois par rapport à mes non-grévistes s'ils pourraient encadrer ces enfants-là. Voilà. Quand je n'ai pas de cuisinière, aucune, j'en ai 5 agents, toutes faisaient grève. Je fais comment? Qui c'est qui va faire la popote? Et s'il y en a un qui qui s'attrape Cacamou et compagnie, là, qu'est-ce qu'on fait? En respectant bien, franchement, c'est une question, alors là, mais s'il veut la prochaine grève, on y vient avec vous. Ah bah oui, allez, la prochaine grève. Hop là, à la cantine, Régis va faire un popote. Bon, allez, on passe au vote. Si vous voulez bien, parce que après je vais vous passer encore RH. Donc, d'approuver, proposer au conseil municipal d'approuver les modalités relatives aux indemnités, ce que je vous ai exposé, d'abroger les délibérations comme je vous l'ai exposé, et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents et d'inscrire au budget les sommes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Alors, j'en suis à la 14. La 14. Moi, je suis déjà à 16. Non, la 14. Le compte est pas en même temps, c'est cool aussi ça. Oui, oui. Non, mais attends, là, c'était pas possible de s'enfermer. Allez, peu importe, quel que soit le cas de figure, on respecte le règlement intérieur. Je trouve que quand même, quand il y a des débats et des choses comme ça, oui, le règlement intérieur, mais bon, écoute, là, je ne pouvais pas laisser passer ça. Pardon pour
Le règlement intérieur est 5 minutes. Mais je vous avais prévenu au début que je risquais de déborder. Allez, la 14, modification des modalités du compte épargne-temps au profit des agents de la collectivité. Alors, on avait délibéré en décembre 2019 sur le compte épargne-temps, tout le monde s'en souvient, c'est le CET. Et jusqu'à présent, un agent peut uniquement poser les jours qui sont stockés dans le compte épargne-temps. Ce sont des congés annuels, des repos compensateurs, ou de fractionnement, de récupération qui sont non pris. Alors, qui sont les bénéficiaires de ce compte épargne-temps? Les agents titulaires, les agents contractuels de droit public employés depuis plus d'1 an chez nous. Alors, en quoi consiste cette modification? Elle va permettre aux agents la monétisation des jours épargnés. Donc, il y a plusieurs possibilités. Conserver les jours dans le compte épargne-temps pour les poser en congé quand ils le souhaitent. Évidemment, il y a un plafond de 60 jours. Transformer ces jours en points, alors RAFP, retraite additionnelle de la fonction publique, donc c'est le point pour les jours en points pour la retraite. Par exemple, les agents de catégorie A, l'encadrement, ça fait 101 points par jour. Les catégories B, l'encadrement intermédiaire, ça fait 68 points par jour. Et les agents de la catégorie C, ça fait 56 points par jour, c'est pas négligeable. Indemniser ces jours, donc plusieurs possibilités. Donc indemniser ces jours avec un plafond de 10 jours par an pour les catégories A, 150 € bruts par jour, les B, 100 € bruts par jour, les C, 83 bruts par jour. Les comptes épargne-temps des agents s'étalent de 5 à 49 jours actuellement. On tient compte évidemment, comme c'est expliqué dans le règlement interne joint à la délibération, des cas de changement d'employeur, de position administrative, de cessation de fonction par mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, retraite dite normale ou licenciement pour invalidité, démission, licenciement, fin de contrat pour les non-titulaires et décès. Voilà. Donc Céline, elle gère tout ça de main de maître. Elle cadre tout ça. Et on a l'avis favorable du comité social territorial en date du 13 septembre 2004. Je suis dans les temps là. Hein. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, sinon on va déborder le temps. On va passer au vote. Donc je vous propose, il n'y a pas de questions? Non. D'instaurer la monétisation, comme je vous l'ai expliqué, de fixer les modalités d'application, comme je vous l'ai exposé, d'abroger la délibération numéro 6 du 19 décembre 2019 et d'autoriser Monsieur le maire à faire appliquer le règlement du compte épargne-temps, de signer les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le management des agents, donc là-dessus, on peut être pour. Oui. Voilà. Et j'en arrive. J'en ai encore deux. Elles sont complémentaires l'une avec l'autre. Oui, elles sont complémentaires, mais elles sont autant importantes que les autres. Alors, j'en suis à la 15. 16. Non, la 15. Alors, la protection sociale complémentaire. Convention de participation. J'essaye. De participation pour la couverture des agents du risque de prévoyance. Alors là aussi, c'est un sacré morceau. Alors, on a délibéré, c'est la délib 6 du 14 mars 2024 pour donner mandat au centre de gestion. Vous vous souvenez de ça, pour l'organisation, la conduite, l'animation du dialogue social, la réalisation de la mise en concurrence, pour la sélection d'un organisme d'assurance, pour la conclusion d'une convention de participation, de couverture du risque prévoyance. Alors, on a obligation de mettre en place cette prévoyance. Il faut qu'on mette cette convention en place à partir du 1er janvier 2025, donc ça arrive vite. Une prise en charge de la cotisation des agents à hauteur de 50% de la cotisation acquittée par l'agent. Le taux de maintien du salaire est de 90% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité. Donc ça, c'est important. Pour une cotisation, par exemple, de 30 €, 15 € pris en charge par la collectivité, 15 € à la charge de l'agent. Le centre de gestion et les organisations syndicales ont engagé un processus de négociation, lancé une consultation.
Cette mutualisation des risques est organisée au niveau départemental pour avoir donc une cohésion et permet de garantir aux agents l'accès à des garanties collectives, donc ça c'est important, un niveau de couverture reposant sur des garanties les plus pertinentes et des taux de cotisation maintenus pendant 2 ans. Quand on passe par un organisme comme ça, on a mutualisé les demandes et les moyens. Le truc important, là, c'est qu'il y a obligation de l'agent de souscrire. Donc ça veut dire qu'il va avoir une retenue sur son salaire. Donc ça a été un peu difficile à expliquer. Tous les agents. Tous les agents ont été, il ne peut pas refuser. Donc tous les agents, ils ont été reçus. Céline, elle a fait un travail pédagogique très important pour expliquer ça, parce que pour les petits salaires, ça fait un mois à la fin du mois. Donc la prévoyance, peut-être que quand on est un peu jeune, on ne voit pas l'utilité et tout, mais voilà. Donc il a fallu expliquer. Donc merci d'avoir expliqué tout ça. Elle permet donc à l'agent qui a une perte de salaire à cause de la maladie, d'un demi-traitement, d'un congé longue maladie ou longue durée, de bénéficier du maintien de sa rémunération brute jusqu'à une certaine hauteur. Donc, certains ne se sentent pas concernés, mais bon, il a fallu expliquer, je pense que ça a été compris quand même, voilà. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain en fait, c'est comme une assurance de voiture, et on paye l'assurance. Ça a été compris. On n'a pas d'accident, mais c'est toujours en accident. C'est une obligation de la loi, mais il faut l'expliquer aussi, tout ça. Des fois, ça peut être un peu raide, parce que c'est tellement compliqué, et puis on est tout le temps en train de payer de tous les côtés, là, en ce moment, que bon, voilà. Donc, on peut comprendre la réticence des plus jeunes et des plus petits salaires, mais donc c'est obligatoire. Donc, merci Céline d'avoir fait preuve de pédagogie auprès de mes agents pour expliquer tout ça. Et le prestataire retenu, c'est Alternative Courtage Territorial Mutuel pour une durée de contrat de 6 ans. Ça a été retenu dans le cadre de la fonction publique. Voilà. Oui, c'est notre partenaire avec lequel on travaille au quotidien pour la gestion et tout. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de ces services-là. Donc, si vous voulez bien... Vous l'avez voté direct ou on vote avec l'autre? Je pense qu'il faut voter d'abord celle-là et puis voter l'autre. Donc, où est-ce qu'il est là, donc, je vous propose d'adhérer à cette convention, de souscrire une garantie 90% du revenu, ce que je vous ai dit, participer à 50% de la cotisation des agents, d'autoriser Monsieur le maire à signer et de confier au service des ressources humaines, donc à Céline, la gestion administrative de cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez. On lui demandera s'il est bien pour. Quand il revient, on peut. Michel. Ah, donc, Michel est parti au collège. Oui, Non, il va bien. tu mettras. Oui. Allez, on arrive à la fin, les petits amis. À la 16. Et après, j'ai fini. Non, Elle vient de voter la 15. La 15, on vient de la voter. C'était la prévoyance. Et là, maintenant, c'est la même chose sur la santé. C'est pas tout à fait pareil, la prévoyance et la santé, mais enfin bon. Voilà. J'ai entendu, c'est pareil. Donc la démarche est la même que précédemment, donc c'est là qu'on peut dire il y a des points qui se rejoignent avec le centre de gestion, prévoyance et santé étant étroitement liés dans la carrière des agents. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par santé? C'est la mutuelle tout simplement. Et on a l'obligation de mettre en place au 1er janvier 2026, mais pour être en cohérence avec ce qu'on doit faire le 1er janvier 2025 concernant la prévoyance, on va tout démarrer sur janvier 2025. On a pris la décision après les simulations, je reviendrai. Alors j'y viens, il n'y a pas d'obligation. Voilà. C'est le point que j'aborde maintenant. Tu vois ce qui t'intéresse le mieux. Il n'y a pas d'obligation de l'agent de souscrire à cette mutuelle, à la mutuelle de la commune. Dans ce cas, évidemment, il ne bénéficie pas des versements de la part de la commune, de la participation de l'employeur. Donc, il y a trois niveaux de couverture santé pour l'agent lui-même et ses ayants droit, conjoints ou enfants. Le niveau 1, c'est 65,68 €, le niveau 2, 81,53 €, le niveau 3, 94,77
1967. Et tout ça, c'est basé sur le plafond PMSSS. Allez, blanc, encore un. Plafond mensuel de la sécurité sociale qui en 2024 était de 3 864 €. Et en 2025, on ne sait pas encore, il sera voté en fonction de la loi des finances. Donc le choix retenu, c'est la mise en place que je vous disais en janvier 2025 pour être en cohérence avec la convention prévoyance. Les agents souscriront la première année en fonction de la date d'échéance de leur propre contrat mutuel s'ils décident de nous rejoindre. La participation financière de notre collectivité, elle est de 15 € par mois par agent à compter donc du 1er janvier 2025. Donc là aussi, il va y avoir un impact au niveau financier, budget de la masse salariale. Et c'est dit que je remercie encore et en charge de cette gestion administrative. Le prestataire retenu, c'est le groupement WTW Interial. Et voilà, j'ai fini. C'est une très bonne mutuelle. On a je croyais que tu disais c'est une bonne chose que travaillé. Oui, ça aussi. Mais merci en tout cas. Non, c'était pas évident. Non, c'était pas évident. Répété. Donc, attends, je vais terminer là. Je voulais vraiment remercier Céline, Valérie pour ce qui est fait, Céline pour ce que tu fais dans les ressources humaines, la commission RH avec laquelle on a travaillé deux grosses journées là, de lundi pour essayer de débroussailler tout ça et de présenter quelque chose qui soit le plus clair possible ou le moins obscur possible. Voilà. C'est revenu sur le salaire. Comment? Oui, c'est revenu sur le salaire. Bien sûr. À hauteur de 50%. La mutuelle, c'est un libre choix, c'est un volontariat. Il y a une participation de 15 € et elle est décalée dans le temps puisqu'on a pris la décision de le faire en même temps que la prévoyance au 1er janvier 2025, alors que la loi nous autorisait à mettre cette mutuelle en place au 1er janvier 2026. Pourquoi on a mutualisé ça? D'abord pour une question de simplification. On a reçu les personnels, on a expliqué les deux problématiques en même temps. Et je peux vous dire que, et je remercie Céline et Valérie, on a fait faire des simulations dans tous les ordres, avec des 90, des 85, des 80, pour regarder où on pouvait positionner le curseur en fonction de notre budget et en fonction de ce que l'on voulait faire pour être agréable aussi à nos salariés. Mais je répète, volontariat, 15 € déterminés et à date d'échéance, il faut résilier sa mutuelle pour souscrire cette fourniture. Nous n'avons pas pris les enfants dans cette mutuelle. Chaque salarié peut soit prendre directement, indépendamment de nous, la famille, ou laisser les enfants sur son conjoint, ou autre chose. Donc c'est une liberté. La mutuelle, il n'y a pas de fonction de l'âge, etc. C'est souvent pareil. Ouais. Oui, mais c'est un gros contrat négocié au niveau du département, et je parle sous couvert de Valérie et de Céline, lorsqu'on a fait, ont pris leur cas personnel, et les avantages et le coût est nettement inférieur de tout ce qu'elles avaient. Donc c'est un atout très important, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de salariés qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas venir dans les premiers indices que l'on a. Alors qu'on a une participation là, de 15 € par mois, qu'on n'aura pas sur une mutuelle privée. Et pour complémenter ça, avant que vous posiez la question, aujourd'hui, au an avec ce qu'on sait, on ne connaît pas le nombre de gens qui vont basculer sur la mutuelle, on ne connaît pas les dates aussi de basculement. On a fait une simulation au 1er janvier 2026 en ayant considéré que tout le monde, on savait à peu près le pourcentage par rapport au premier débat que l'on a eu. L'investissement de la collectivité est de l'ordre de 20 000 €. Au-delà. Voilà. C'est une charge supplémentaire importante au moment où on nous demande des efforts de tous les côtés, imposés par l'État. À un moment donné, il va falloir qu'on ait des informations très en amont et surtout qu'on ait des compensations des services de l'État. On ne peut pas continuer à nous imposer des points d'indice, des modifications, des bonifications, sans nous donner les moyens derrière. Donc aujourd'hui, c'est un des débats à l'Assemblée nationale sur cette problématique, et notamment le président de l'Association des maires de France défendra son dossier lors du congrès des maires. Voilà, donc grosso modo, c'est 20 000 €. Voilà. Juste l'information, moi je peux l'avoir, c'est toi Céline, la synthèse de la mutuelle, pour l'information juste. Lorsqu'on la connaîtra.
Mais la synthèse, c'est quoi la synthèse? La petite synthèse, taux de remboursement, etc. Si je vois le cahier des garanties. Il n'est pas dans la délibération. le dossier du prestataire. Tous les agents l'ont eu, mais pas les éditions. Oui, on a le dossier du prestataire. Tous les agents y ont eu. Maintenant, si tu le veux, ce document. Ça aurait été intéressant de l'avoir. Eh bien, Monique sera d'abord. Juste pour utiliser 3 minutes, bravo Michel pour ta maîtrise, parce que la fonction publique territoriale, c'est complexe, et surtout l'information aux agents qui est faite, ça il faut bien le retenir, par notamment les RH, oui, voilà. Tous les agents, on va passer tous les agents, on va passer pôle d'activité par pôle d'activité, on a tout le monde dans des réunions longues et importantes. Sincèrement. Monique, elle remercie le travail qui a été fait et la formation. Qui veut, on vous montre les tableaux et les simulations qu'on a fait faire pour avoir la décision avec Valérie. Et j'avoue que la cervelle harmonisée, j'ai vu la bien, j'ai passé un temps. Ok, dernière délibération. Alors on a voté là, oui. Non, on n'a pas voté là. Alors qui est contre? Qui s'abstient? On a voté. On a voté. Ok, merci. Voilà, je vous laisse tranquille avec. Dernière délibération, merci Michel, parce qu'en plus elle s'est démerdée toute seule, elle n'avait pas le temps et nous on était coincés. Oui, après on a répété. On a répété, mais bon. Bon, la dernière délibération c'est le partenariat pour les fonctionnaires des accueils périscolaires et extrascolaires. L'exemple, c'est, on n'a plus que Tourette, avant on avait Saint-Martin qui nous imposait ça. Quand vous avez un enfant qui a dérogation scolaire, il a aussi, il participe à la cantine, il participe au temps périscolaire, pas le soir bien sûr, mais dans cette période-là. Et Tourette-le-Vin, pour ne pas les citer, nous impacte ce montant, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Donc c'est dans les deux sens, il nous l'impacte et nous on l'a impacté aux enfants de Tourette qui sont accueillis à Levin. C'est une participation sur l'extrascolaire qui est une nouvelle forme mais qui se généralise aujourd'hui. Voilà. Donc on va l'appliquer. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et avant de conclure, donc j'accueille le nouveau groupe d'opposition et j'espère qu'il sera constructif, qu'on puisse avancer. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci pour votre attention.